Je vais me permettre de commencer cette table ronde avec un exercice avec lequel je ne suis pas super à l'aise, mais je vais vous demander votre indulgence. Je vais vous lire un extrait traduit de Nanette, le One Woman Show de l'humoriste australienne Anna Gatsby. Comme vous l'aurez remarqué, je ne suis pas Anna Gatsby, et comme vous allez le remarquer, je n'ai pas son talent, donc merci d'avance. Il y a une véritable hystérie autour de la question du genre, de la part des normaux du genre. C'est vous qui êtes bizarre. Vous êtes hystérique. Respirez un moment. Un homme en robe, c'est trop bizarre. Mais non, c'est pas bizarre. Tu sais ce qui est bizarre? Un ruban rose sur un bébé chaud. Ça, c'est bizarre. Sérieusement, tu mettrais un bracelet sur une pomme de terre? Ouais, mais elle est bio, je l'ai payé cher. Je comprends pourquoi les parents font ça. Ils en ont marre qu'on prenne leur jolie petite fille pour un garçon parce qu'elle n'a pas de cheveux. Je comprends. Mais je ne pars pas du principe que les bébés chauds sont des garçons. Je pars du principe que ce sont des féministes en colère. Et je les respecte. J'ai une idée. Et si on arrêtait de séparer les bébés en deux équipes dès le premier jour? Et si on leur laissait, je ne sais pas, 7 à 10 ans pour se considérer dans la même équipe? Voilà. Au-delà de la blague, le constat est simple. Le patriarcat nous rend bêtes et nos enfants en payent le prix. Nos enfants trans, tout particulièrement. Mardi 15 décembre 2020, une élève trans de 17 ans, élève de terminale dans un lycée lillois, s'est donné la mort dans la chambre de son foyer. Sur les réseaux sociaux, la responsabilité de son lycée a été mise en cause. Selon l'enquête nationale, la santé des élèves LGBTQI, qui date de 2018, plus de 82% des élèves trans interrogés ont jugé leur expérience scolaire pas très bonne. #euphémisme. L'enquête de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé publique en 2013 rappelle que 67% des personnes trans âgées de 16 à 26 ans ont déjà pensé au suicide. Donc rien de cela n'est une fatalité. Avoir un enfant trans n'est pas un malheur. Être trans n'est pas un malheur. Je dis ça d'emblée de jeu, la validité de nos enfants et de nos adeptes ne sera pas discutée ici, dans ce débat. Ce dont nous allons discuter, c'est comment aimer et accompagner nos enfants trans dans nos familles et dans le monde extérieur qui sont malheureusement le fruit et les rouages d'un système patriarcal et donc transphobe. Voilà pour l'introduction. Ensuite, en termes de vocabulaire, du coup, je suis désolée, il va y avoir des petites précisions. On a discuté du vocabulaire qu'on a utilisé pour parler de nos enfants. Donc on va dire enfant trans, on va dire enfant potentiellement trans ou enfant en exploration de son identité de genre. Je vais beaucoup dire nos enfants et pas ces enfants, parce que tous nos enfants sont susceptibles de s'interroger sur leur identité de genre. Ce n'est pas de la propagande que de l'affirmer, c'est un fait. Et en tant que parent, même si genre, je suis concernée, tu es concerné, donc on s'informe. On s'empare du sujet comme si notre enfant, neveu, nièce était concerné et on en profite pour travailler sur ce que cela vient faire bouger chez nous, chez toi, chez moi. Est-ce que ça vaut le coup qu'on définisse des mots comme personne cisgenre, personne trans et hétéronormativité, pardon? Ouais, non, c'est tout ça est clair pour tout le monde? N'hésitez pas. Il y a une petite main? Ah, d'accord. Merci. Et un petit point positionnement bienveillance. Donc je suis cisgenre, j'essaye d'être une alliée. Tant que vous n'attaquez pas mon ego lance-flamme, n'hésitez pas à me corriger, à me faire des retours. Et voilà, on est ici pour dialoguer. On n'est pas là pour vous faire une leçon. On n'est pas à l'université. Voilà. Cela étant dit, on va passer aux présentations. Donc, à ma gauche, Queer Éducation, une asso collective pour queeriser l'éducation selon votre bio Twitter. Elle est née, je cite, du désir de réaffirmer l'éducation comme le moyen le plus à même de lutter efficacement et durablement contre toutes les discriminations, et elle propose depuis 2019 de l'auto-formation, des échanges et des contenus pédagogiques. Pour la représenter, nous avons Lou, professeur d'art plastique en collège, et Eris, assistante d'éducation au collège. C'est tout bon? À ma droite,
J'allais dire à mon extrême droite, ça n'aurait pas été sympa. Pardon, Emmanuel Bouvetti, enchanté. Sociologue chargé de recherche au CNRS, tu travailles sur la diversité et les mobilités de genre. Tu es l'auteur de Transfuge qui se cache là. La couverture est magnifique, donc j'ai vraiment plaisir à montrer. Transfuge de sexe, passer les frontières du genre, Paris en mai aux éditions La Découverte. Et récemment, tu as également écrit un article intitulé Trans et féministe, décentrer la controverse dans le dernier numéro de La Déferlante, l'excellente revue des révolutions féministes. Et Emmanuel, tu es la mère d'un enfant en exploration de genre. Et pour cette table ronde, tu as fait le choix, nous avons respecté ensemble, de ne pas genrer ni nommer ton enfant. Oui, je vous dis en 2 mots pourquoi. Je lance tout de suite le truc, mais je dis pour mon enfant, il a 5 ans et demi et donc il est encore en recherche de genre, même si de plus en plus il a l'air quelque chose, mais une des problématiques en tant que parent et dans l'environnement familial, je pense, c'est de ne pas s'approprier le récit d'une petite personne, d'une personne jeune en tous les cas, et de ne pas y coller ce qu'on a envie de voir, ce qui est toujours pas évident parce que en tant que parent, on est un peu dans la projection permanente de ce qu'est son enfant et ce qui sera. Et du coup, l'appeler comme ça, c'est une manière de respecter justement sa fluidité et sa liberté de... Je vais peut-être finir par ça va m'échapper, mais bon, je pense que c'est un petit peu mieux aussi. Et puis il est jeune, donc je parle de lui publiquement, alors que c'est son récit et il en fera ce qu'il voudra. Et il sera probablement très en colère contre ses parents un jour parce que c'est le propre de tous les gens un jour. Mais ouais, okay. Peut-être que je peux te laisser la parole, puisqu'on va commencer en se demandant à partir de quand on peut dire est-ce qu'un enfant est trans ou en exploration de genre. Toi, à quel moment vous avez mis ces mots-là avec votre enfant? Comment dire, c'est une question qui me travaille depuis plusieurs jours. Ça fait globalement 1 an où vraiment, je ne sais pas si vous connaissez les programmes de maternelle, mais en moyenne section, il est écrit dans le programme que les enfants doivent arriver en classe en se définissant fille ou garçon. Évidemment, se définir fille ou garçon en moyenne section, pour ça mobilise des icônes stéréotypées de genre. Hein, ouais, la petite fille en jupe. J'ai aussi une fille qui est un petit peu blanche qui a 7 ans, et à l'époque, on pouvait accéder à l'école parce que mon enfant en exploration de genre, pour le coup, lui, avec le confinement, on n'a jamais pu vraiment entrer dans l'école. Mais donc, c'est des vignettes comme ça, et donc à cet âge-là, ils doivent se définir en tant que fille ou garçon, ce qui montre aussi à quel point c'est quelque chose de peu naturel. Je prends toujours ce terme de naturel entre guillemets, mais à quel point c'est quelque chose qu'on inculque aussi, cette nécessité de se ranger dans une autre catégorie. Donc je crois que c'est un peu à partir de ce moment-là. Ça a été des choses aussi beaucoup liées à la génitalité, parce que je peux en avoir parlé avec des personnes trans, c'est très désagréable d'être sans cesse ramené à ça, mais nous c'était un truc où il y avait vraiment, quand il en parlait, un sentiment d'inadéquation entre son genre assigné et son genre ressenti quand il parlait de son appareil génital. Ça c'était une des premières choses, et puis après c'était dans l'habillement, c'était toujours une envie de s'habiller d'une certaine manière, et au printemps dernier, donc il venait d'avoir 5 ans, il y avait vraiment un grand... Et puis voilà, il y avait dans le jeu aussi, il y avait... c'était des choses qui me disaient, je suis comme ça, donc voilà, on avait vraiment ce truc qu'on entendait, on avait parlé avec son conjoint, avec qui je vis, et on est en phase. Je dis ça parce que c'est pas toujours le cas de tous les couples et de toutes les familles d'être raccord sur la façon dont on accompagne la transidentité de son enfant. Je pense que vous pourrez revenir dessus. Et alors nous, on a la chance que ce soit complètement
qu'on soit raccord, son père et moi. Et donc, au printemps, voilà, il y a eu un grand moment de crise où il nous a dit « moi, je me déteste, mes cheveux, ça va pas ». Enfin, il y avait un truc qui était vraiment terrifiant, parce qu'on supporte... que votre enfant soit pas bien, c'est une souffrance pour n'importe qui, pour n'importe quel parent. Et donc à partir de là, on a posé les trucs et à la maison, on a commencé à le genrer selon ce qu'il voulait et en l'appelant par le prénom qu'il souhaitait avoir. Et donc c'est très récent. Et puis on a fait l'été comme ça. On était en vacances, c'était génial. Et il y a 2 semaines, je vous parle un truc. J'ai l'impression d'avoir complètement oublié tellement Paris c'est stressant. Mais en gros, personne ne me connaissait. Donc lui, il était genré par les gens qui le voyaient systématiquement de la façon dont il avait envie. C'est vachement là. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on était très anxieux sur la rentrée parce que comment ça allait. C'est un truc incroyable. Et je vous parle de ça, moi ça me bouleverse parce que c'est le vendredi, le directeur de l'école nous appelle en disant voilà, votre enfant mardi a dit qu'il voulait qu'on l'appelle avec son prénom choisi, le prénom qu'il s'est choisi, et puis sinon il ne revenait pas à l'école. Et ça, ils n'en avaient pas parlé. Et donc le directeur a ajouté mais moi je suis 100% à l'accompagner dans sa démarche, tant d'un point de vue personnel que professionnel, on prend rendez-vous jeudi. Donc en fait, je crois qu'on est. Et je viens d'en parler avec Emmanuel, c'est visiblement quelque chose d'un peu miraculeux, parce que c'est loin d'être le cas. C'est que le début, hein, on est tombé sur un directeur qui va monter à sa hiérarchie, donc après à l'éducation nationale. En plus, ça va être un peu enseignante, je sais comment des fois c'est compliqué, mais voilà, pour le moment on est là. Merci. Je voulais vous demander à Emmanuel, Lou et Iris, est-ce que vous, en tant que personne concernée, est-ce que votre transidentité s'est exprimée dès votre enfance et comment ça a été accueilli? Si oui, comment ça avait été accueilli à l'époque? Après, bravo, ou pas en fait. Personnellement, je ne sais pas. Est-ce que ça fonctionne? Non, moi ça s'est pas manifesté quand j'étais enfant, du coup je suis pas du tout. Enfin, ça sera pas pertinent ma réponse par rapport à ça. Dans mon cas, je saurais pas trop quoi dire parce que je pense que oui, mais juste c'était impossible de développer l'idée jusqu'au bout en fait. Donc du coup, il a fallu attendre plus tard pour mettre le terme trans dessus et tout ce qui va avec et se laisser une liberté d'exploration justement. Parce que, à mon sens, maintenant, quand je repense à des années en arrière, des envies, des goûts, etc., et aussi les propres censures qu'on va se mettre dès l'enfance, en fait. On n'a pas forcément les mots pour caractériser les choses, on n'a pas forcément se laisser justement cette place de se découvrir en tant que personne trans quand on est enfant. Et je pense que c'est super que ton enfant a la possibilité justement de mettre des mots et de s'autoriser déjà à cet âge-là à se découvrir en tant que personne trans. Moi, ça me va, je trouve ça génial. J'ai un micro qui ne marche pas, mais après pareil, moi j'aurais pas une réponse pertinente par rapport à moi-même là-dessus. Par contre, donc, du coup, dans le cadre de mes recherches, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui... Enfin, j'ai pu observer que c'est vrai que c'était pas du tout la majorité des personnes que j'ai rencontrées qui se découvraient trans à un âge avancé. En fait, que souvent quand même ça remontait déjà. Et que en fait des violences qui avaient pu être subies dans l'enfance ou à l'adolescence allaient, en fait, rétrospectivement, avait structuré toute l'existence et la trajectoire des personnes parce que voilà, un épisode de violence ou quelque chose qui s'est passé dans la jeunesse, ça pouvait ensuite amener à se résigner parce que voilà, les personnes ont trop peur de ce qui pourrait leur arriver, surtout quand on est encore dans la dépendance vis-à-vis de parents. Enfin, c'est quand même quelque chose. Et puis voilà, on peut forcément encore trouver du travail. Et qu'il y a des personnes voilà, que ça allait vraiment marquer durablement et qui allaient renoncer en fait à la transition du fait de ce qui s'était passé pour elles dans leur jeunesse. Et finalement transitionner à un âge avancé, mais avec le regret de ne pas l'avoir fait plus tôt. Pas avoir pu le faire.
puisqu'on est avec toi, est-ce que, donc dans un cadre plus large peut-être que juste l'enfance, est-ce que, et juste pour poser la réalité dont on parle, est-ce qu'il existe des chiffres qui nous permettent de connaître un peu la proportion des personnes trans dans notre société? Voilà. Alors c'est très compliqué en fait d'arriver à avoir ces chiffres, parce que pour pouvoir les avoir scientifiquement, il faut faire des enquêtes qu'on appelle en population générale, c'est-à-dire des enquêtes représentatives de la population dans son ensemble, et ça pour l'instant on n'en a pas en fait sur les parcours trans. En France on est en train de travailler sur une enquête qui va nous permettre de le faire avec un échantillon de 40 000 personnes, donc on verra le nombre de personnes trans et non binaires parmi ces 40 000 personnes représentatives de la population française, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas c'est très compliqué pour l'instant d'arriver à avoir des pourcentages. Tout ce qu'on a c'est des chiffres de l'assurance maladie, franchement c'est pas fiable parce que tout le monde médicalise pas son parcours. Voilà, donc ça ne prend pas en compte toute la diversité de la catégorie trans, ses frontières, ses limites. C'est difficile de la circonscrire finalement en fait, parce que on parle par exemple de personnes non binaires aussi, je veux dire tout le monde médicalise pas sa transition, tout le monde n'a pas recours forcément au changement d'état civil. C'est très compliqué d'arriver à chiffrer en fait, tout simplement parce que c'est une population extrêmement hétérogène en fait. Voilà. Et du coup, en l'absence de chiffres, qu'est-ce qu'on est capable de répondre par rapport à cette rumeur ou cette impression qu'il y aurait plus de personnes trans ou plus d'enfants trans ou non binaires qu'avant? En fait, c'est une impression qui est liée à la visibilité et à son augmentation ces dernières années, notamment ces 10 dernières années. En fait, c'est une impression, mais il y en a pas de plus en plus des trans et des non-binaires. Avant, on disait pas non-binaire, mais on disait autre chose. Il y a 10 ans, on disait queer, avant, on disait encore autre chose. Et en fait, c'est pas qu'il y en a de plus en plus, mais c'est que la visibilité, clairement augmente. Il y a énormément de médias maintenant, il suffit d'allumer Netflix pour tomber sur des séries avec des personnes trans dedans. Mais la visibilité, ce qui est important de rappeler, on a tendance à se dire c'est bien la visibilité, etc. Mais alors c'est bien, effectivement, ça donne des référents, notamment pour les jeunes, qui sont socialisés à travers ces référents. Pour la génération des parents, par exemple, personne n'a grandi avec autant de séries, autant de films avec des personnes trans. Donc ça crée des représentations qui permettent de s'identifier ou de se désidentifier, de se construire. Mais la visibilité, ce qui est important de dire aussi, c'est que c'est pas forcément toujours un cadeau. La visibilité, c'est à double tranchant. Il y a des représentations qui peuvent être toujours un petit peu problématiques, de plein de points de vue différents. La visibilité, c'est aussi la visibilité de certaines personnes et pas d'autres. Avec des rapports sociaux qui se jouent là-dedans, des inégalités aussi. Et du coup, voilà, c'est un peu à double tranchant, ça donne aussi lieu à certains backlash, aussi parfois la visibilité. J'en discutais avec Emmanuel à l'instant et c'est important de le dire parce que ça date de cette semaine. Il y a un livre cette semaine qui est paru qui s'appelle La question trans aux éditions Gallimard, écrit par un professeur de littérature, apparemment assez connu pour avoir des positions un peu étranges d'un point de vue féministe. Qu'elle a défendu des agresseurs au moment de la VRDSK en disant que la séduction à la française c'était quand même important. Et donc elle publie La question trans chez Gallimard cette semaine. Et ça pour moi c'est vraiment, elle vient de débattre avec Finkielkraut sur France Culture là. C'est quelque chose. Donc ça va aussi avec ça la visibilité, c'est-à-dire ça devient un sujet à la mode, etc. Et il y a aussi des personnes qui écrivent des choses comme ça parce que justement c'est vraiment tout. Voilà, pardon, j'ai été. Non. Merci beaucoup pour cet éclairage et j'aurais voulu te poser une dernière question plus basée sur ton travail puisque tu as interrogé plusieurs générations de personnes trans et quand on en discutait en préparation, ce que je trouve intéressant et ce qui transparaît dans ton livre, c'est à quel point l'identité aussi elle évolue dans comment elle est racontée par les personnes concernées. En fait, c'est sûr qu'il y a des effets de génération très forts que j'ai pu observer effectivement. Des effets, je dirais pas que de génération, mais à la fois d'âge et de génération. En fait, c'est important de les différencier parce que c'est pas tout à fait les mêmes logiques. Les effets de génération, c'est le fait que, effectivement, une personne qui a 10 ans aujourd'hui, par exemple, elle va pas du tout être socialisée en matière de genre de la même manière que ses parents, ou encore moins que ses grands-parents. C'est que, en fait, aujourd'hui, avec justement la visibilité, les mobilisations collectives qui sont plus visibles qu'autrefois quand même, et plus diversifiées aussi, cette personne, elle va se construire avec des normes de genre très
qui sont multiples en fait, où il n'y a pas, voilà, pas juste des prescriptions traditionnelles, etc. Il y a aussi d'autres références. Elle peut s'identifier aussi à, à ces figures visibles justement dans les médias, etc. Donc il y a ce facteur-là qui fait que, effectivement, les personnes aujourd'hui sont plus gender fluides à 15 ans que les personnes de 50 ans. Et il y a aussi des effets d'âge, et c'est ce qui explique aussi l'inquiétude de certains parents vis-à-vis de leurs enfants aussi, on y reviendra sûrement, mais c'est que, en fait, des personnes, disons, même une personne qui a 35 ans, moi je vais avoir 35 ans là, en fait, c'est les personnes qui sont déjà entrées d'une certaine manière, c'est compliqué de définir ça, mais dans la vie adulte et toutes ces contraintes sociales, toutes ces contraintes administratives extrêmement binaires et hiérarchiques, elle sait que en fait, c'est très compliqué de faire autrement parce qu'on est obligé, en fait, professionnellement, par exemple, pour la plupart des gens, de rentrer dans ces cases, en fait. Et alors que, effectivement, quand on a 15 ans, on est encore un minimum préservé à ce moment-là, parce qu'on n'est pas rentré dans toutes les contraintes sociales et administratives de la vie adulte. Donc ça c'est l'effet d'âge, ça explique aussi, et ça explique aussi le fait qu'au fil de la vie, et ça c'est quelque chose que j'ai pu observer aussi, les personnes tendent à avoir une posture de plus en plus binaire parce qu'il n'y a pas le choix en fait. Et donc ça c'est important de le dire aussi, et ça explique aussi pourquoi dans la jeunesse il y a aussi le temps un petit peu de l'indétermination, parce que c'est le moment où c'est possible de le faire, et on aimerait bien que ça soit possible ensuite, mais malheureusement souvent ça l'est. Ce constat fait et cette présentation faite, il y a l'après. Une fois qu'on a posé qu'un enfant a affirmé, verbalisé sa transidentité, sa recherche de genre, son envie d'exploration, qu'est-ce qu'on fait? Emmanuel, qu'est-ce que tu as fait? Déjà, comme dans toute histoire de la parentalité, il n'y a pas de bonne recette et je prétends absolument pas du tout être prescriptrice ou quoi aux caisses. Donc à partir qu'on va se tromper, puisque être parent et a fortiori être mère, c'est se tromper. Je crois que la ligne de conduite, c'est vraiment de respecter son enfant comme une personne. De l'écouter, d'entendre ce qu'il dit, même si ce qu'il dit ne rentre pas dans les catégories et dérange, parce que en fait, récemment mes enfants regardaient Peter Pan et je me disais oh là là, c'est fou les trucs Walt Disney, on a l'impression que les enfants subversifs comme Peter Pan qui ne veut pas grandir, c'est merveilleux, c'est mignon, c'est poétique, mais en fait dans la vraie vie on autorise très très peu les enfants à subvertir des choses, notamment des choses aussi figées que l'ordre du genre. Et on respecte peu les droits des enfants quand même. Au-delà de la transidentité, de manière générale, on a un vrai souci, je crois, à considérer que les enfants ont des choses à dire, que ce sont des individus, qu'on les respecte. Voilà. Et donc, la seule chose à faire, je crois, c'est l'accompagner. C'est... Moi, on essaye aussi d'être transparent sur les émotions que ça suscite en nous, parce que moi, en tant que parent, j'ai pas du tout de crainte sur la transidentité. Et en tant que parent, j'ai des craintes sur la transphobie quand tu parles de cette lycéenne qui s'est suicidée. Le livre d'Emmanuel Bobatti, il est dédicacé aussi à celles qui n'ont pas passé le voyage. Moi, cette dédicace m'a vraiment chaviré. Donc forcément, c'est des choses qu'on craint. Donc après, je pense que... Et puis aussi, le truc, c'est de pas de résister à cette projection de comment ce sera dans 10, dans 20, dans 30 ans. C'est chaque petite journée, on le suit là où il en est. Et voilà, des fois il veut tel vêtement, c'est comment il veut s'habiller, c'est comment il veut se définir, donc c'est lui poser beaucoup de questions, accepter les réponses, et puis donc c'est pas très original ce que je dis. Et là je vous pose la question à tous, mais notamment quand on a vu le film, le documentaire Petite fille, on a l'impression qu'il y a un processus, qu'il y a un dispositif, notamment médical et psychologique, à suivre à partir du moment où il y a un enfant
qui explore son genre ou affirme sa transidentité. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a une obligation à aller voir un psy? Est-ce qu'il y a une obligation à aller parler au directeur d'une école? Je pense que c'est assez évident, hein, mais ça dépend complètement en fait, des besoins des enfants. Et je pense que c'est nécessaire d'accepter aussi qu'il y a des rythmes qui sont complètement différents. Et je pense même que ça peut arriver, alors c'est peut-être la facette positive, mais ça peut arriver aussi que des adultes aient envie finalement d'amener à une démarche qui n'a pas encore été demandée. Donc faut être vraiment attentif aux rythmes qui sont donnés. Par exemple, je me souviens d'une interaction avec une enseignante qui disait je suis embêtée parce que j'ai un élève qui est venu me voir pour me dire qu'en fait il était trans et qu'il utilisait les pronoms masculins, mais en fait il me l'a dit qu'à moi et je suis super embêtée, qu'est-ce que je fais? J'avais envie de mettre il quand même sur le bulletin. Je dis non, en fait tu vas le voir, tu lui demandes qu'est-ce qu'il veut, parce que s'il n'y a que toi qui vas le voir parce que tu es une alliée, il est évident que c'est pas de ta responsabilité d'outer l'enfant auprès des autres qui sont peut-être hostiles ou qui l'a perçu comme hostile. Donc ça c'était pour un contexte administratif dans l'école, mais je pense que c'est le cas effectivement à toutes les étapes, quoi. Et je pense juste aussi que ce qui est intéressant dans l'évolution des questions autour de la transidentité en France ces dernières années, c'est que justement on arrive enfin à démédicaliser les parcours trans et à justement plus rendre ça une obligation pour n'importe quel changement dans la vie sociale ou administratif. Et donc effectivement, c'est comme disait Lou, c'est important d'être ouverte aux besoins en fait, de l'enfant et de ne pas lui imposer t'es trans, ok, tu vas devoir faire tout le package 1, 2, 3, 4, 5 les étapes, la chirurgie, les hormones, les machins, et plutôt lui laisser la possibilité, encore une fois, de s'explorer, d'explorer ses besoins, de les voir évoluer et de faire marche arrière si à un moment il y a besoin. Et par contre, c'est intéressant d'être là pour procurer des ressources en disant, si jamais tu ressens besoin de faire quelque chose par rapport à ça, tu peux aller voir telle personne, tu peux parler à telle association, tu peux machin, etc. Donc c'est plutôt c'est lui servir des ressources sur un plateau plutôt que de lui dire va manger là. Je sais pas si ma métaphore Je comprends. Et du coup, tant que vous avez le micro, comment est-ce que la transidentité des élèves est-elle accueillie à l'école? Pardon pour l'énorme question extrêmement large. J'ai envie de partir d'un petit constat un peu nuancé au départ, c'est de dire ça dépend, parce que ça dépend des personnes avec qui on interagit. Il y a des établissements qui vont être beaucoup plus ouverts parce que justement il y a eu déjà des personnes en transition qui ont laissé leur empreinte sur les personnes qui bossaient là. Et puis il y en a d'autres où c'est pas forcément le cas. Et où du coup c'est plus compliqué parce qu'on va avoir des personnes qui sont complètement ignorantes de ce que c'est qu'un parcours de transition et qui du coup vont être soit en panique, soit en refus, Et en fait, le problème tendance à soulever à cause de l'éducation, c'est qu'on voit justement une espèce de déresponsabilisation de l'éducation nationale sur les parents. C'est-à-dire qu'en fait, on va demander aux parents aux parents et à l'enfant nécessairement, de faire tout le travail de décision et le travail aussi, par exemple, administratif médical, pour ensuite adapter les solutions qu'on peut proposer à l'éducation nationale. Sauf que justement, parfois, c'est une adulte de l'établissement que l'élève va venir voir et pas les parents en premier lieu, parce que l'enfant sent que c'est pas forcément possible dans son cas de venir tout de suite. Et sauf que du coup, ça crée une espèce de paralysie, en fait, où on n'est pas capable d'accompagner les familles, et parce qu'on attend que ce soit les familles qui accompagnent l'éducation nationale, en fait. Donc, c'est ce que je m'attends à dire. Oui, effectivement, en fait, on a des problèmes à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il va y avoir le souci, effectivement, dans le cadre d'enfants qui vont venir voir les adultes. En fait, il y a une espèce de peur de l'institution qui est la peur de prendre position, en fait, et qu'on puisse lui reprocher. Donc, effectivement, c'est la question de la responsabilité. Donc, on va avoir dans le cas de figure où les enfants ne sont pas, on va dire, soutenus et accompagnés par leurs parents, ou simplement les parents ne sont pas au courant. Mais effectivement, il y a aussi le problème dans d'autres situations dans lesquelles, même avec les familles, on peut
peut rencontrer des difficultés. Et en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de cadre, de réel cadre d'accompagnement et de réelles prérogatives, puisque on va peut-être en parler un peu. Je t'en prie, vas-y, c'est parti. Mais du coup, donc au sein de la DGSE, c'est-à-dire au sein de la direction des programmes, donc des organisations en fait, qui permettent d'établir ce qui va être produit dans les établissements scolaires, il y a eu une volonté à un moment donné de construire un document qui permettait d'accompagner les élèves dans leur transition, et donc un ensemble d'associations, de collectifs et de personnes ont été, on va dire, auditionnés sans réellement, ont été auditionnés pour pouvoir permettre de construire ce document qui n'est pas sorti réellement et dont une version complètement réduite va vraisemblablement sortir dans un futur très proche. Donc en fait c'était un vade-mecum, pour résumer, d'une 50aine de pages qui avait été écrit sur la pluie à partir des contributions d'associations de personnes concernées, etc. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, s'était engagé à ce qu'il soit disponible pour cette rentrée. Oui, même en mai dernier, si je ne dis pas de bêtises. À la base, c'était mai. Et ce vade-mecum n'est pas sorti, sans aucune explication. Voilà, avec une absence totale de retour, en tout cas auprès de certaines associations comme Pour l'Éducation. Donc il y a peut-être d'autres associations qui étaient plus proches, je ne sais pas, qui ont eu des informations, mais nous on n'en a pas eu. Et donc effectivement, il y a eu une espèce de moment d'attente. Et vraisemblablement, la circulaire qui va sortir à la place est complètement réduite en termes de contenu. On serait passé d'une 50aine de pages à 8 pages. Voilà. Et ce n'est pas une réduction qui a été faite sur un dialogue. Pas du tout, et notamment par exemple sur la question des parents, là c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que c'est un des points dont on sait qu'il y a une grosse différence, c'est que nous dans le vade-mecum bien entendu, il était expliqué clairement que les adultes au sein des établissements scolaires devaient prendre des responsabilités aussi dans l'écoute des élèves, quel que soit en fait le soutien ou le non-soutien des parents. Et là il est mis dans cette circulaire que ça va dépendre en fait des familles. Et donc concrètement, les membres du corps enseignant d'un établissement n'appelleront par le prénom choisi un élève que si cet élève a l'accord de ses deux parents. C'est la préconisation de ce document de maintenant 8 pages. Oui, en fait, peut-être que ce document apportera malgré tout des choses positives à certains moments, je ne sais pas, mais moi j'aurais presque l'inquiétude inverse, qui serait que des personnes qui n'ont pas envie de faire la démarche, par exemple des enseignants qui ne veulent pas prendre en compte la démarche de l'enfant, nous disent bah oui, mais en fait les deux parents sont pas d'accord. Alors qu'on sait qu'actuellement c'est le flou, mais le flou fait que aussi donc les enfants en fait sont complètement dépendants, sont à la merci en fait de la bonne volonté des adultes. Mais il y a des situations dans lesquelles on utilise des prénoms. En fait, les prénoms ça ne concerne pas du tout la transidentité. Moi, par exemple, là en classe, donc j'ai 19 classes, pour l'instant, j'ai pas d'élèves trans qui s'est dit trans. Par contre, j'ai au moins une douzaine d'élèves qui n'utilisent pas le prénom qui est écrit sur la liste. Donc, c'est des choses qui arrivent hyper régulièrement en fait. Et en fait, moi j'ai peur même presque que le fait que ce soit écrit noir sur blanc, ça puisse être utilisé contre les enfants. Donc on a failli avoir un problème. Voilà. Non, je le dis de manière ironique, mais la discussion qu'on avait juste avant cette rencontre, c'était que c'est toujours bienvenu d'avoir une conversation comme celle-ci qui permet de s'entendre sur des définitions, de s'entendre sur des enjeux et de pointer du doigt des enjeux. Après, quand les solutions proposées ne sont pas de manière collective, ou la construction collective s'arrête à un moment, et par ailleurs peuvent être problématiques comme on vient d'expliquer, c'est forcément décevant. Surtout que là, vraiment, si on reprend la question de la nécessité que les parents attestent de ça, il est clair, on l'a vu dans les réunions, mais même, c'est une évidence que quand on parle avec des associations trans, personne jamais ne soutiendrait cette mesure. C'est une évidence puisque une des premières violences qu'on vit, c'est quand même des violences qui sont familiales. Donc, bien entendu que peut-être, tout existe, mais je pense que les personnes trans qui vont affirmer qu'il faut attendre l'aval des parents, ça n'existe pas. Et juste aussi, pour rebondir sur ce que vous dites, oui, ça y est, j'ai retrouvé mon idée. Ce qui est important, c'est donc effectivement d'être là pour rassurer l'enfant, pour lui apporter des ressources, mais aussi du coup pour rassurer les parents dans certaines instances. Et pour ça, on a besoin d'être informé et d'être formé.
Et le problème qu'on a dans l'éducation nationale, qu'on avait demandé lors de la réalisation du Palais d'école et qui aujourd'hui ne se retrouve plus, c'est encore et toujours que sur les questions, on va dire, queer et LGBTQIA et LGBTQIA+, en général, les formations sont sur la base du volontariat. Donc c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont déjà sensibles à ces questions, qui vont aller se former et s'informer, plutôt que les personnes qui vont justement poser le problème avec des postures réactionnaires, qui elles en fait sont libres de continuer en fait à traverser leur parcours éducatif sans s'informer sur ces questions et sur d'autres questions d'ailleurs de manière générale. Mais ça c'est une grosse défaite pour nous à Coéducation parce que c'est ce qu'on demande et par défaut on essaie de faire des ateliers d'auto-formation sur ce sujet, mais pareil, ça reste toujours sur la base du volontariat, c'est de dire que les formations ne sont pas systématisées dans l'éducation nationale, même au niveau de l'INSPE, il y a des lacunes dans la formation des enseignants et des professeurs. Donc, et puis moi je parle d'un point de vue vie scolaire, n'en parlons pas parce que quand on est à la vie scolaire, on n'est même pas formé. On arrive sur le terrain, on dit bon bah voilà, allez bon courage, vous allez faire des permanences et puis vous allez surveiller les raisons de la pauvre, etc., etc. En cas de problème, vous en référez le chef de service. Donc en fait, il y a un manque réel de formation pour pouvoir fournir cet accompagnement qui est indispensable en fait à des parcours de transition qui se passent bien à la fois pour les élèves, enfin pour les enfants pardon, et pour leur famille. Parce que du coup, l'institution ne se donne pas les moyens pour pouvoir accompagner correctement les gens. On va rester un peu sur l'école. Vous avez envie d'intervenir sur ce qui a été... À titre personnel, on est au tout début de la vie scolaire de notre enfant, donc je ne peux pas trop dire, mais ce qui est assez certain et ce qu'il faut, je crois, accepter, à titre personnel, c'est pas, j'ai pas de problème avec ça, mais il faut aussi sensibiliser de manière plus générale l'entourage de l'enfant. C'est qu'en fait, on est à un moment où accepter la transidentité de son enfant, qui n'a même pas accepté, enfin je veux dire que son enfant est trans, c'est déjà quelque chose de militant, c'est déjà quelque chose de politique, et qu'il faut être pleinement conscient qu'on a aussi un rôle à jouer en tant que, notamment, personne majeure qui va aller voir des enseignants, aussi qui va en parler à d'autres parents, qui va banaliser complètement la démarche de l'enfant pour qu'il ait justement, je crois, des alliés très concrets, qu'on ne soit pas juste dans une démarche d'intention, mais qu'on soit réellement à dire ce sont des petites choses, hein, mais la vie d'un enfant, ce sont des petites choses qui comptent énormément et qui vont le construire. Et je crois qu'il faut être aussi, en tant que parent, accepté de manière générale. Je pense que la politique n'est jamais hors de nos vies étant féministe, mais là c'est vrai que ça politise encore la parentalité, même quand on l'a pas choisi, et donc il faut en être conscient. Et pour ça aussi, peut-être que, alors échanger en premier avec les personnes concernées, échanger avec des pairs, c'est aussi très important pour se faire du... Oui, avec des voilà. Parce que c'est une des choses aussi qui me frappe de ce que je vois un tout petit peu de la façon dont on s'est pris en charge en tant que parents. Les mères sont beaucoup là, les pères, j'ai l'impression que c'est compliqué pour... c'est une des conclusions aussi de l'ouvrage d'Emmanuel, c'est que il y a une résistance de genre, il y a une résistance genrée à l'accompagnement de la transidentité de son enfant, et qui est beaucoup du fait, c'est complètement lié à la domination masculine, hein, en fait, chambouler l'ordre du genre, c'est chambouler le patriarcat, et donc voilà. Donc déresponsabiliser l'éducation nationale, c'est encore une fois responsabiliser les parents / les mères et leur demander de prendre ça en charge. Voilà. Hashtag Charles. Pour rester sur l'école, l'école, c'est un peu ce à quoi faisait allusion. L'école se défend d'être neutre pour ne pas en prendre en compte la potentielle transidentité de ses élèves, de nos enfants. Question rhétorique à vous tous, et tu y as déjà un peu répondu quand tu parlais du programme des maternelles, mais est-ce que l'école est vraiment neutre quand il s'agit de l'identité de genre et de l'orientation sexuelle de nos enfants?
ou en posant autrement la question, est-ce que l'école est-elle cis et hétéronormative? Nous avons donc tous la réponse à cette question, mais est-ce que juste pour l'intérêt de la conversation, est-ce qu'on pourrait donner des exemples et être un peu plus concret? Moi, je peux donner un exemple dans mon ancien établissement, parce que j'ai changé d'établissement de travail. Mais par exemple, on m'interdisait d'être out donc en tant que trans et en tant que personne homosexuelle au collège, parce que ce serait justement perturber cette. Alors on l'explique en disant que ce serait créer trop de proximité avec les élèves et que ça remettrait en question l'autorité en tant qu'adulte. Bon, après, au-delà de ça, il y a des professeurs qui parlent de leur vie familiale, de leurs enfants, de leur mari, leur femme, en toute liberté. Les chefs de service aussi, les CPE, la direction, enfin, c'est quelque chose qui est complètement établi. Après, on peut se retrouver aussi dans des situations où, par exemple, on assiste à des projections d'hétérosexualité et de cis-identité sur les élèves en disant « Ah mais toi, plus tard, ta femme, ça se trouve, elle sera italienne, donc il faut que tu continues à bien. » Vraiment, on baigne un peu dedans au jour le jour. Quoi. Et du coup, c'est intéressant de voir justement cette espèce de côté bancal en fait, de la neutralité éducative, parce que c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver beaucoup sur les discours de laïcité en ce moment, en disant voilà, non, il ne faut pas parler religion à l'école. Enfin, là, on a vu la dernière campagne pour la campagne de pub, l'affichage pour la laïcité, qui en fait camoufle une réalité complète, c'est de dire non, en fait, nous, on veut que l'espace scolaire reste un espace qui se vit principalement à travers un regard blanc, un regard européano-centré, et en fait, toute part de l'existence des élèves qui ne correspondrait pas à ce moule des fameuses valeurs républicaines, de la laïcité, mais qui est elle aussi ancrée dans un contexte judéo-chrétien dont on ne parle pas. À chaque fois, ça disparaît en fait. Et quand on le remet en question, c'est pas la pertinence de ce qu'on enseigne, c'est pas la pertinence du cadre éducatif qu'on remet en question, c'est c'est l'autorité. Et là, si on remet en question l'autorité dans l'éducation nationale, c'est comme remettre en question l'autorité familiale, quoi. L'autorité du père en plus, alors là tout s'écroule, ça devient un sujet de tension très très fort. Et généralement on a un backlash, un mouvement réactionnaire en fait qui se crée, qui peut être assez violent. Alors pour les élèves, ça peut être un renvoi, des renvois, des expulsions par exemple, ce qui avait été le cas pour Fouad, qui avait donc, pour nommer la lycéenne dont on parlait tout à l'heure, qui avait été exclue de son lycée parce qu'elle était venue en jupe. Et on avait eu un petit bout de l'interaction avec sa CPE qui avait été diffusée sur les réseaux sociaux, où on voit transparaître, même si c'est peut-être sorti du contexte parce que c'est que quelques secondes, mais on voit quand même la violence d'un moment qui est quand même très douloureux. En fait, on a une élève qui est renvoyée à sa position d'infériorité en tant qu'enfant, en plus d'être renvoyée à une position d'infériorité en tant que personne trans. Et en plus en tant que personne racisée, parce que Fouad n'était pas blanche. Donc, il y a quand même, il y a toutes ces choses-là en fait qui s'expriment dès qu'on vient essayer d'inclure nos existences entières dans un cadre qui ne le permet pas. Dans ces moments-là, en fait, on peut avoir des mouvements réactionnaires. Vraiment, je le répète, je le fais vraiment. Je ne sais pas si effectivement il y a énormément de choses à ajouter. Enfin, on pourrait parler de la neutralité dans l'éducation nationale il y a extrêmement longtemps, parce qu'effectivement c'est quelque chose qu'on voit qui a deux poids deux mesures, qu'on ressent en permanence avec des collègues qui ne vont pas hésiter à corriger quand on va leur demander s'ils sont lesbiennes. Non, je suis hétéro, mais par contre à l'inverse, quand nous on essaye de maintenir la neutralité, on voit bien que la neutralité elle n'existe absolument pas et qu'en fait elle correspond à un certain nombre de normes en fait, qui sont vraiment exigées aux élèves. Et je pense qu'effectivement c'est important de se rappeler qu'on a ces questions-là sur les questions du genre, mais qui sont également actuellement par exemple extrêmement présentes sur les questions de l'islamophobie. On le voit dans tous les établissements où c'est normal d'avoir un sapin de Noël, mais de ne pas avoir de viande halal. C'est vraiment des problèmes qu'on rencontre en permanence et qui sont souvent impensés, puisqu'on nous applique en fait des espèces de prérogatives qui sont en contradiction complète avec le principe de neutralité, si on peut le prendre d'un point de vue positif. Si on peut prendre plutôt le principe d'inclusivité de manière positive.
Voilà. Moi, ce que ça me pose comme question, c'est, au-delà de l'éducation nationale, c'est qu'est-ce qui fait peur dans la transidentité. Emmanuel, je me pose vers toi, qu'est-ce que tes travaux t'ont appris sur les appréhensions, notamment des adultes, sur la transidentité? Bon, c'est très vaste là encore, mais en fait ça s'explique par énormément de choses différentes. Déjà, la transidentité, on ne peut pas le résumer à juste, voilà, c'est de la transphobie, il y a un problème avec les trans, c'est lié à tout un ordre du genre qui est extrêmement structurant du monde dans lequel on vit, quoi. Particulièrement, c'est vrai que en sociologie, on a beaucoup de travaux sur l'école et qui montrent que c'est un espace et un moment de la vie vraiment où il y a un très fort renforcement des rôles de genre, c'est là que ça se cristallise, dans le passage vers la vie adulte, etc. Et une éducation extrêmement différenciée, en fait, même si c'est les mêmes formations maintenant. Voilà, c'est quelque chose qui vient construire justement cette différence. Voilà. Parce que les enfants, comme on le constate empiriquement très souvent, en fait, ils y attachent beaucoup moins d'importance que les adultes, en fait. Mais ça se passe à ce moment-là. Et du coup, ce qui fait peur, c'est beaucoup de choses. Alors, comme je le disais, il y a des effets d'âge dans les craintes des parents. Ils disent, mais en fait, ils voient bien qu'eux, ils ont déjà galéré en étant 6. Et puis ils se disent, mais comment il ferait l'enfant, en fait, pour traverser tout ça. Voilà, il y a une sorte de projection de sa propre vie, où on a déjà avancé voilà, dans la vie, avec toutes les contraintes que ça peut avoir, et on se dit, mais il ne va pas s'en sortir, etc. Donc ça, c'est le classique, quoi, j'ai envie de dire. Mais ce qui est aussi important de dire par rapport à ça, c'est que en fait, les appréhensions des parents, c'est pas toujours les mêmes non plus, selon qui sont ses parents. Ouais. C'est pas, tout le monde ne témoigne pas des mêmes craintes. De la même manière qu'il y a une diversité de manières de vivre une transition, comme on le disait justement. En fait, voilà, il n'y a pas un parcours qu'il faut faire, tout le monde a des aspirations assez différentes en fait. Et ben, c'est la même chose pour les parents, c'est-à-dire que ça ne forme pas un groupe homogène, les parents non plus. Et en fait, par exemple, c'est vrai qu'on a des travaux qui montrent voilà, que y a des parents qui vont pas avoir de problème a priori avec la transidentité ou avec l'homosexualité par ailleurs, mais qui, quand il s'agit de leur propre enfant, vont paniquer, quoi. Enfin, à l'inverse, il y a des parents où on a l'impression vraiment qu'il y a des problèmes de transphobie ou d'homophobie, voilà. Dans les enquêtes, hein, c'est des statistiques, tout ça. Et puis en fait, quand on leur demande pour leur propre enfant, en fait, ils acceptent. Ils disent, voilà, il n'y aura pas de problème. Donc on a une petite dissonance parfois. Bon, voilà. Et ça, c'est variable selon dans quel milieu vivent les parents aussi, par qui ils sont entourés. On sait par exemple que typiquement dans certains milieux très diplômés, voilà, des parents un peu intello et tout, ils vont dire on n'a pas de problème avec les trans, il n'y a pas de souci. Et puis quand c'est leur propre enfant, par contre on se rend compte que finalement c'est pas top, quoi. Et du coup, en fait, il y a vraiment une grande diversité vraiment par rapport à ça, et parce que pour ces parents-là, il y a des enjeux par exemple de réputation de la famille, il y a du capital social, il y a des amis, il faut faire son coming out en tant que parent. C'est pas juste l'enfant trans qui fait un coming out, voilà, quand on a une personne trans dans sa famille, on est soi-même amené à faire des coming out, parce que le coming out c'est pas une fois pour toutes. Et du coup, voilà, pour ces parents, il y a la question de la réputation, alors qu'on se rend compte que dans notre milieu, finalement, il y a moins la question de la réputation, de que vont penser les autres, etc. Donc, il y a aussi une grande diversité des appréhensions, finalement, des familles. C'est pas quelque chose qui est prévisible, qui peut être homogénéisé, et ça, c'est important de le dire aussi, c'est qu'il y a une forme de singularité aussi dans ce qui peut être les craintes par rapport à son propre enfant, mais aussi par soi, hein, parce que c'est pas juste par rapport à son enfant, c'est aussi un peu des fois... c'est pas égoïstement, mais c'est socialement, en fait, voilà, c'est aussi on a peur pour ce que ça va changer dans notre vie, en tant que parent, enfin je dis ça, mais moi je suis pas parent, mais dans sa vie en tant que parent, et voilà, donc c'est voilà, des éléments de réponse, mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas une appréhension, il
il y en a plein qui sont très très différentes selon les parents. Je peux juste compléter. Ouais, je t'en prie, vas-y. En fait, par rapport au fait qu'il n'y a pas qu'une seule appréhension, il y a aussi le fait qu'il y a une grande singularité dans les réactions, il y a aussi le fait qu'un enfant trans, la transidentité, ce n'est qu'une des choses qu'il traverse et qu'il vit. Donc, quand on est parent, moi j'ai l'impression que c'est l'apprentissage d'une sorte d'inquiétude permanente par rapport au bien-être de son enfant, et donc il y a des choses qu'on lit à travers la transidentité. Là il fait des insomnies, là il a du mal à socialiser, etc. Et puis en fait on regarde autour de soi et il y a d'autres parents qui ont d'autres enfants qui font des insomnies ou qui ont du mal à socialiser avec les gens de leur âge. Donc, la transidentité par rapport à l'incroyable singularité d'un enfant et de l'enfant avec qui on vit chaque jour, ce n'est qu'une des choses qui peut être... voilà. Je peux le définir. Oui, exactement. On approche des 5 dernières minutes et des 5 dernières minutes de ce débat, et après on aimerait pouvoir ouvrir pendant une demi-heure moins, il nous reste 20 minutes pour 20 minutes l'espace aux questions. Et donc moi je voulais, alors en faisant le préambule à ma question, qu'on a été extrêmement superficiel. On le sait, on en est conscient, on en est désolé. Sur les limites du temps par rapport à cet enjeu, parce qu'on a effleuré ce que c'est qu'être un enfant en exploration de genre, on a effleuré ce que ça peut être sa réalité à l'école, on a effleuré ce que ça peut être être une personne trans adulte tout court, bref. Et là, je voudrais qu'on s'interroge sur les solutions concrètement à partir de ces débuts de constat. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses et aider nos enfants à grandir correctement, trans ou pas, enfin particulièrement les enfants trans, pardon. En tout cas bien les accompagner dans l'éducation nationale, notamment Lou et Iris. Alors, je ne sais pas si on part plutôt du point de vue de l'adulte qui est dans l'éducation nationale ou l'adulte qui accompagne, mais enfin, dans tous les cas, je pense qu'il y a, pour rebondir aussi sur la question de la peur, je pense qu'il est extrêmement important en tant qu'adulte de ne pas rejouer la peur et ne pas, mettre ça en scène en premier lieu, et donc au contraire de montrer les solutions, les possibilités, et montrer que ok, ça va peut-être être, il va y avoir des étapes, etc. à franchir, mais c'est quelque chose qui est possible. Parce qu'en fait, on revoit régulièrement cette espèce de peur qui vient à tous les stades pour nous dire, en fait, moi, c'est pas moi qui vais poser problème, mais tous les autres, ils vont être horribles avec toi. C'est en fait une manière de dire que nous, déjà, on porte ce problème. Donc dans les choses qui sont possibles, je pense qu'il y a effectivement le fait de, comme disait Iris tout à l'heure, mais dire en fait les différentes possibilités qui existent, et donc se renseigner de son côté, que ce soit aussi bien au niveau des possibilités légales qu'au niveau des possibilités médicales. Et je pense qu'après, en tant qu'adultes qui travaillons dans l'éducation, ce qui va être extrêmement important, c'est de notre côté de faire le travail de chercher les alliés au sein des établissements scolaires, parce qu'en fait au niveau de la structure légale, en fait on peut sortir des déclarations des défenseurs des droits, etc. Mais c'est quand même des choses qui dépendent énormément des adultes. Donc, de notre côté, en tant qu'adulte allié, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est voir quels sont les autres alliés dans l'établissement pour voir en fait jusqu'à où on peut aller aussi, chez quels adultes on va pouvoir s'ouvrir, etc. Et du coup, la première chose à faire par rapport à ça, c'est aussi de regagner une forme de pouvoir personnel, donc en allant s'informer et de créer ça dans un collectif, en allant justement informer les pairs à l'IR et en allant à la recherche, à la prospection des alliés, et aussi en créant des alliés. C'est-à-dire qu'en ayant des discussions pas forcément faciles avec des collègues, etc. Parce qu'il faut savoir que quand on est dans une position d'adulte, on peut parler justement à un autre adulte ou une autre adulte plus ou moins d'égal à égal, ce qui n'est pas forcément le cas de l'enfant, qui est souvent ramené à son infériorité d'enfant dans la relation avec l'adulte. Donc ça, c'est aussi hyper important. Et voilà. Ouais, je me permets, parce que quand on avait discuté en préparation, vous aviez aussi parlé de l'importance, en tant qu'adulte au sein de l'éducation nationale, de se situer. Oui.
c'est toujours assez intéressant justement de dévoiler que la neutralité supposée en fait que ce soit du parent ou que ce soit de l'éducatrice n'est pas réelle et que dans les faits justement on peut développer des relations qui sont bien plus intéressantes, bien plus enrichissantes d'humain à humain et non pas de professeur qui n'est là que pour transmettre une connaissance verticale à un enfant qui ne serait qu'un réceptacle du savoir qu'on vient lui administrer depuis le haut, et puis d'échanger justement sur nos expériences personnelles, de pouvoir développer une véritable empathie aussi. Hein, ça passe par... en fait, l'éducation nationale, il y a une vraie crispation sur justement le dévoilement d'une identité anormale, parce que ce serait justement, c'est perçu comme une vulnérabilité en fait. Sauf que dans cette vulnérabilité-là, il y a énormément de possibles qui s'ouvrent, et que c'est en acceptant justement de faire tomber un peu des barrières d'autorité, de faire tomber des barrières de verticalité, qu'on se rend compte qu'en fait on a aussi des choses à apprendre de l'enfant, qu'on a des choses à apprendre avec les parents, avec les familles, et qu'en fait ça peut être une espèce d'écosystème en fait, qui se met en place beaucoup plus, de manière plus horizontale et plus enrichissante que justement avec un fonctionnement très protocolaire, très vertical, très bureaucratique et hiérarchique, parce que ça on en a aussi pas trop parlé, mais le nombre de procédures qu'il faut faire pour déjà qu'il faut connaître pour ensuite pouvoir lancer des démarches, pour ensuite pouvoir arriver à un résultat. Dans l'éducation nationale, c'est une machine infernale, comme dans d'autres segments de la société d'ailleurs. Je me retourne vers les deux Emmanuel pour vos solutions. En fait, c'est moi, bon, les sociologues sont très mauvais pour trouver des solutions, c'est une cata. Mais en fait, moi je dirais que ça se joue à plusieurs échelles, c'est-à-dire que déjà c'est pas, c'est pas quelque chose qui peut être résolu, c'est quelque chose qu'on gère, quel autre rapport social, et puis qui se joue à différentes échelles en fait. On sait dans la famille, là on parle de comment gérer dans la famille, mais comme j'en parlais avec Emmanuel tout à l'heure, bon, les parents qui acceptent déjà, c'est le sommet de l'iceberg, quoi. Enfin, je veux dire, là on parle de vraiment très peu de gens en fait, hein, donc il y en a qui devront vivre toute leur jeunesse, sans pouvoir être compris maintenant, et puis on devant cacher ça la plupart des gens. Donc mais en tout cas, par exemple, la question de la parentalité, ça se joue beaucoup sur les représentations. En fait, les représentations, c'est quelque chose qui évolue extrêmement lentement. Ça évolue souvent plus lentement que les pratiques. On le voit dans les enquêtes. On voit que les pratiques, en termes de genre, en termes de sexualité, changent assez rapidement au cours des dernières décennies et tout, mais quand on pose des questions sur les opinions des gens, on est un peu... ça reste un peu patriarcal. Et donc, c'est quelque chose qui se joue vraiment sur le long terme, les représentations. Et ça imprègne la manière dont quand on est parent, on éduque ses enfants. Donc, c'est des choses tellement diffuses que ça se joue sur énormément de plans différents. Après, sur la question de l'école, pour le coup, là, il y a plus de marge de manœuvre à court et moyen terme en termes de dispositifs. Je veux dire, cette circulaire-là, apparemment, manifestement, c'est un peu... c'est pas ce que ça aurait dû être, quoi. Mais ça, c'est quand même un peu la base, quoi. Il n'y avait même pas de circulaire jusqu'à présent. Enfin, c'est-à-dire que tout est laissé au bon vouloir des établissements et des profs, en fait. Donc, on ne peut pas faire confiance, en fait, aux gens. Il faut qu'il y ait des droits, un cadre. Et donc, il y a ça, et puis il y a un travail d'information aussi auprès des enfants et des parents qui est pour les accompagner. Maintenant, par exemple, il y a très peu de gens qui savent que les discriminations sur la base de l'identité de genre, désormais, c'est dans le code pénal, en fait. C'est une discrimination, on peut aller au pénal pour ça, en fait. Mais là encore, il faut être accompagné par des adultes. Donc, en fait, c'est vraiment, il faut agir sur tellement de plans différents. Mais en tout cas, déjà de l'information, ensuite un cadre légal, on en a un maintenant. Mais le problème, c'est aussi la domination adulte et la situation des mineurs aujourd'hui. Donc je suis désolé, c'est déprimant ce que j'ai fait. Mais le problème, c'est partie de la solution. Moi, je pense que les solutions, c'est
passe par exemple d'être là, d'en parler. Moi, à ma toute petite échelle de parents, pour segmenter, je trouve qu'à une petite échelle, c'est déjà de sensibiliser son entourage, c'est-à-dire de dire, bah, voilà, l'enfant est comme ça, il en sent comme ça, c'est d'accepter de faire de la pédagogie aussi, c'est vachement important, notamment pour ne pas blesser les personnes concernées, parce qu'il y a vraiment des... Pour parler dans mon entourage, mes parents, par exemple, c'est hors de leur représentation, quoi. Enfin, donc, il faut vraiment, je pense, accepter ça. Il faut, je pense aussi, enfin, je dis il faut, sans être dans l'injonction, je suis d'avis qu'il faut vraiment, quand on est à l'aise avec l'idée, faire ce coming out. Je dis ça parce que depuis que notre enfant a dit à l'école de lui-même qu'il voulait être appelé par le prénom qu'il s'est choisi, moi je considère que c'est son premier coming out au cercle familial, donc je me sens autorisée à en parler, y compris à des gens. Et du coup, hier soir, j'en parle, j'étais à une soirée, j'en parle tout à fait librement, et je me dis, bah voilà, en fait, des gens que je connais pas, je parle de mon enfant comme ça, comme je lui parlerais d'autres choses, c'est aussi créer des représentations à toute petite échelle, c'est pas seulement sur Netflix, mais c'est aussi dire, voilà, donc c'est aussi, je pense, les solutions, c'est de se regrouper, c'est de voir qu'on est nombreux, nombreuses, Pas seul en tout cas. pas seuls, c'est d'aller vers des collectifs militants comme l'éducation, et puis voilà, c'est pas vraiment des solutions, mais c'est des pistes en tout cas. Merci beaucoup. Je propose qu'on ouvre le micro. Si vous avez des questions, comme c'est filaire, je ne peux pas vous passer le micro et en plus on est toujours en époque de Covid, mais je pourrais éventuellement répéter la question si elle n'a pas été bien entendue. Oui, je vous écoute. Bonsoir, bonjour, merci pour ce débat hyper intéressant. Moi j'ai une question du coup pour Emmanuel. Emmanuel, son nom de famille ou Emmanuel Bogati? J'ai pas de problème avec mon nom. Je ne suis pas une anonyme. Je voudrais savoir si c'est une question personnelle, donc vous n'êtes pas obligé de répondre. Si dans l'unité de fratrie, entre vos deux enfants, du coup, qu'est-ce que ça a créé? Est-ce que c'est quelque chose qui les a rapprochés, distendus? Est-ce que ce questionnement sur le genre de votre enfant, qu'est-ce que ça a créé aussi pour sa grande sœur, il me semble? Ouais. Là-dessus, c'est ce que je disais tout à l'heure à Emmanuel, c'est assez frappant de voir que quand on parle, quand on fait un coming out auprès des enfants, c'est pas du tout un drama comme les adultes, hein, ils switchent vite, ça leur donne même des idées, donc c'est plutôt simple. Après, donc, par rapport à sa grande sœur, ils sont à un âge où ils ont peu d'écart, ils ont 18 mois d'écart, donc ils sont de fait très proches. Après, les fratries, personne n'est obligé d'aimer son frère ou sa sœur toute sa vie, hein. Ça, ils verront comme ils veulent. Et puis, je pense que c'est aussi une chose à penser en famille et de manière complètement ouverte. Il se trouve que notre fille aînée, elle a 7 ans, donc elle mégenre encore régulièrement son... mais en fait, elle est d'un pied sur l'autre, mais moi je ne vais pas avoir un regard culpabilisant ou de sanction par rapport à une petite fille qui grandit dans un cadre cisgenre hétéronormé et qui, voilà, pour elle, il faut aussi accompagner cette petite fille-là en lui disant régulièrement, en faisant toujours en sensibilisant au respect, parce que mais de manière générale, respecter ses pairs, c'est quand même un truc qu'on doit faire en tant que... Apprendre à penser à son enfant, c'est un truc qu'on doit faire en tant qu'éducateur, éducatrice. Mais c'est vrai que c'est des choses qui font bouger un peu toute la famille, et puis banaliser un peu aussi la
transidentité ou l'exploration de genre de notre deuxième enfant, c'est aussi être attentif à ce que dans le récit familial, ça n'oblitère pas tout ce que peut vivre notre fille aînée aussi. Donc, mais c'est des choses, je dis à nouveau, des banalités par rapport à la parentalité, je pense, c'est-à-dire qu'il faut voilà, et puis bon, viendront d'autres étapes où j'espère que, en tant que féministe, ils viendront avec moi en manif, mais ça... s'ils ont envie de politiser la chose, mais s'ils n'ont pas envie, c'est pas non plus leur responsabilité, en fait. Elle n'a pas plus à faire qu'à aimer, accompagner, se disputer, se prendre la tête avec. Voilà. Pas tellement dire plus. Alors moi, c'est pas tout à fait une question, c'est une constatation qui, j'ai envie, serait pleine d'espoir. J'ai 2 enfants, j'en ai un qui rentre au collège l'année dernière. En fait, il m'a parlé directement de un tel, elle est lesbienne, lui il est gay, lui il est non-binaire, machin elle est pan, et le machin il est trans, et j'étais là, Et en fait, dès la 6e? Dès la 6e. Et j'habite pas à Paris, en plus j'habite à Rennes. et je pense que ce que vous avez dit, c'est effectivement les enfants sont des individus et que tout ce dont on parle, c'est gérer beaucoup par les adultes. Et que je me dis putain, mais ça va peut-être venir par eux quoi. Et qu'on peut se mettre à leur. C'est horizontal cette histoire-là. Et voilà, ça m'émeut d'en parler parce que je me dis que la force, elle vient peut-être de là aussi. Ouais. Moi, ça m'émeut de vous écouter. Est-ce qu'il y a une autre remarque? Jolie histoire. À mon sens, il y a aussi beaucoup sur les réseaux sociaux où là où on suit énormément d'informations comme Instagram, etc. Et au départ, on attribuait aussi le fait d'être homme ou femme à la génitalité. Et le fait aussi d'assigner la génitalité à un organe, c'était assez particulier. Le fait d'associer la génitalité absolument à un organe, donc un organe sexuel dit homme ou un organe sexuel dit femme, était déjà problématique. Ensuite, quand on parle des autres organes, si on traite de l'estomac par exemple, il n'est pas question de dire d'un estomac qui est féminin ou masculin. Et en termes de génétique, par exemple, on sait que dans les gènes, il y a des ADN qui sont assignés mâle ou femelle, mais si justement on arrêtait d'assigner à chaque fois, c'est sûr que pour les identités de genre, ce serait peut-être plus simple pour chacun de pouvoir avoir cette liberté-là. Qu'en pensez-vous? Le fait de ne pas assigner de genre à un nouveau-né, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, par exemple, si on voit une vulve, un pénis, de dire c'est une femme, c'est une fille ou c'est un garçon, et de simplement arrêter d'assigner des organes à des types de genre, à des identités de genre. Donc laisser à l'enfant la liberté de choisir son genre, de s'identifier lui-même à un moment donné de son enfance. Alors laisser l'enfant peut-être pas, mais la société en général, c'est-à-dire pas seulement l'enfant. De dire que la vulve n'est pas seulement attitrée aux filles et que le pénis n'est pas seulement attitré aux garçons. Et peut-être ça, déjà, ça pourra permettre de changer les choses. Oui, je vous laisse réagir. Oui, je t'en prie. C'est vrai que ça induirait, en fait, d'arrêter de genrer tout court dès le départ. Et peut-être de permettre de considérer que c'est pas quelque chose qui est de base un équivalent du coup fonctionnement 6. Oui, ça serait formidable, c'est sûr. Assez soulageant. Après, à l'école en particulier, il y a aussi justement sur la question de la génitalité et de l'assignation au genre par rapport à ça, tout un tas d'enjeux sur aussi la répartition des espaces
et du genre. Donc c'est par exemple l'utilisation des toilettes, la répartition dans les internats, l'utilisation des vestiaires, où en fait les gens vont complètement être focus sur le sexe assigné à la naissance, et notamment aussi avec une construction hyper patriarcale des garçons prédateurs potentiels, des filles potentielles victimes, etc. Et où en fait justement repenser cette séparation entre le genre, la génitalité, le sexe biologique, en incluant aussi des existences intersexes dans le cadre, à la fois notre cadre de pensée, mais aussi le cadre matériel, le cadre de l'espace dans lequel on vit, en laissant par exemple des libertés d'utilisation, en ouvrant des espaces qui ne sont pas genrés et qui sont pourtant de l'ordre de... Je dirais pas dire que les toilettes c'est intime, mais qui sont dans l'ordre plutôt du personnel, quoi. C'est aussi hyper important. Donc c'est pas seulement une question de dans la tête, c'est aussi concrètement autour de nous comment on crée les possibilités pour que justement des corps qui soient pas hétéronormés, qui soient pas cisnormés, qui soient pas forcément dyadiques, dyadiques c'est des corps qu'on considère non intersexués, puissent aussi exister et s'exprimer et vivre sans avoir à se poser 3000 questions de est-ce que je m'intègre dans telle case ou dans telle autre pour éviter d'avoir un maximum de problèmes, quoi. Oui, alors moi c'est une utopie qui me plaît, mais malheureusement je pense que ça reste une utopie pour l'instant. Enfin, après ça c'est effectivement une question qui est souvent évoquée à propos des personnes intersexes, parce que bon, ça leur pose quand même pas mal de problèmes, mais pas que à elles aussi. Le fait que, effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est-à-dire que les organes génitaux n'ont de signification que parce qu'on veut bien leur en donner une. Enfin, c'est-à-dire qu'en soi, c'est un élément qui fait partie d'un corps, mais le patriarcat fait qu'on leur donne une signification tellement discriminante, avant même la naissance souvent, que ensuite, souvent ça marche pas. Et dans beaucoup de cas, il y a des personnes intersexes, des personnes trans, et non-binaires, et du coup, tout le monde s'acharne, socialement et médicalement, et essayer de faire rentrer les gens dedans. Donc c'est bien que le modèle ne marche pas, quelque part. Mais malheureusement, effectivement, et entre autres pour les raisons qui viennent d'être évoquées, c'est quelque chose qui... C'est-à-dire qu'il faudrait tout refonder, quoi. C'est pas juste la question de l'assignation à la naissance, c'est l'ensemble de l'organisation et de la structure sociale qu'on connaît, qui est fondée du coup sur cette séparation, cette discrimination et cette hiérarchisation. Et du coup, j'ai l'impression qu'il faut agir à tellement de niveaux. Je veux y croire, mais je crois qu'il y a du boulot. Et pour sortir un peu de mon rôle d'animatrice et faire un retour d'expérience, en tant que féministe cisgenre, moi ça m'interroge beaucoup cette question, parce que mon vécu et certaines statistiques montrent que notamment dans des cadres éducatifs, la non-mixité joue en faveur des filles, en défaveur des garçons, mais en faveur des filles. Moi je sais que j'étais dans un système éducatif hors France où j'ai fait du sport à l'adolescence sans les garçons, je m'en suis mieux portée. Mais du coup, comment est-ce que la question des élèves transgenres rentre là-dedans ? Oui, elle ne rentre pas. Et il vaut mieux alors, de ce point de vue-là, réenvisager la mixité. Et du coup, comment est-ce que ces enjeux des fois des espaces non mixtes pour les femmes c'est mieux, mais en même temps, comment est-ce qu'on intègre le but ultime qui est la destruction du monde, passer au-delà de la binarité. Juste rapidement, parce que du coup je sors aussi de ma posture en co-éducation, mais hier soir j'avais une discussion avec un ami trans qui pratique le sport régulièrement, et il me racontait justement ses difficultés en ayant contacté la Fédération française de football et de hand par rapport à justement son inclusion en tant qu'homme trans et qui préfère continuer à jouer avec les filles en fait, parce qu'ici ce sont dans des équipes féminisées. La Fédération
la Fédération française de hand, une réponse directement, bon, on va redirige à telle personne, conversation au téléphone, et puis la discussion se fait, quoi. Et donc déjà, ce serait peut-être justement permettre que certaines discussions aient lieu, ce serait ouvrir des espaces pour justement permettre à chaque personne, avec ses besoins, et de voir comment on fait, quoi. Parce que pour l'instant, justement, déjà on n'ose pas demander, et en plus après quand on demande, généralement on ne répond pas. Donc ce serait déjà, à mon sens, un peu cette nécessité qu'il faudrait mettre en œuvre. En fait, je pense que les espaces en mixité dans les établissements scolaires, en fait, quand ils sont mis en place par des personnes qui ont conscience des rapports de domination de genre, en fait, ils peuvent être même assez positifs parce que ça veut dire qu'on ouvre une discussion et donc il est tout à fait envisageable. Enfin, je pense que dans certains établissements, la personne qui est justement, moi je pense à mon établissement où par exemple l'année dernière, il y a une personne qui a mis en place un atelier qui était pas officiellement en mixité, mais qui était féministe et qui de fait s'est retrouvé en mixité. J'ai bien vu que, enfin, j'étais pas encore dans cet établissement, mais j'ai vu maintenant sur le retour des collègues, etc., que c'est une personne qui a été portée aussi comme référente sur ces questions-là. Et je suis convaincue en fait que ça peut tout à fait jouer ensemble. Je pense pas qu'il y ait d'incompatibilité en fait. Ok, on fait signe qu'il y aura une nouvelle question. Donc je voulais du coup conclure. Moi, au moment de la préparation, et ça se confirme forcément avec cette conversation, sur la nécessité de se mobiliser ensemble. De toute façon, au PAF collectif, c'est ce qu'on essaie de faire, se mobiliser. Et moi, je me posais deux enjeux, peut-être de lutte, ou en tout cas de questions. En amont des élections présidentielles, est-ce qu'on peut envisager s'allier avec d'autres collectifs pour interroger les candidats et les candidates sur l'inclusivité dans l'éducation nationale? Qu'en pensent-ils et que dit leur programme? Ça, c'est une question assez simple qu'on peut juste poser, réclamer, ou sans aller leur poser, aller voir ce qu'il y a sur le programme et faire un espèce de rendu tableau Excel, il en parle pas, elle en parle pas, qu'est-ce qu'elle dit? Et de manière plus urgente et plus réaliste, s'allier pour faire pression autour de la question de ce guide des bonnes pratiques, voir est-ce qu'il va effectivement sortir dans 2 semaines et quel en sera le résultat et du coup quelle position on peut éventuellement prendre en alliance, etc. Voilà, maintenant je voudrais passer aux remerciements. Je voudrais remercier vous, le public, pour votre présence et vos questions. Je voudrais remercier vraiment sincèrement tous les invités pour votre présence, vos témoignages et votre partage. Merci. Je voudrais remercier Gabriel Richard qui se cache dans le coin et qui est le vrai cerveau derrière cette table ronde. Je voudrais remercier le Witou Festival d'exister, de nous avoir invités d'abord pour une 2e année consécutive. Merci de votre confiance et merci au Witou Festival d'exister parce qu'il est bon d'avoir un endroit où nos familles peuvent exister et se retrouver dans toute leur potentialité et en toute sécurité. Qu'il est bon d'avoir un espace pour penser nos individualités, nos collectifs, mais aussi rire et s'émouvoir, ou juste acheter un sorbet fraise pour son enfant déjà débutant, d'avoir passé son après-midi dans un bac à sable. Merci infiniment.